et qui dépose en Suisse donc la première résolution climat et qui enjoint la banque de prendre des engagements pour réduire son exposition aux énergies fossiles. Hier, il s'agissait de Yves Perrier, président de Amundi, qui a remis à Bruno Le Maire un rapport, un cadre d'action qui vise à guider les acteurs financiers dans leur alignement avec l'accord de Paris. Notamment, il traite d'un sujet dont on va reparler beaucoup aujourd'hui, sur l'exigence qu'il promeut de systématiquement proposer un Say on Climate aux assemblées générales. Et il propose également une réflexion sur les conditions de dépôt de résolution climatique en AG, afin qu'elles soient clarifiées et assouplies. Enfin, je dirais même, c'était cette nuit, une ONG américaine qui s'appelle Majority Action a sommé les actionnaires de Chevron de ne pas renouveler les mandats d'administrateurs de leur président, enfin, qui est PDG, mais en sa qualité de président, et du lead director, parce qu'ils n'ont pas, ils jugent qu'ils n'ont pas engagé Chevron dans une démarche positive de réduction des gaz à effet de serre. Donc la tendance est très très nette, donc on en discutera ensemble avec le panel que vous voyez à l'écran, et surtout précisément des implications pour les membres de conseil d'administration. Donc pour dresser les contours du sujet, je vais rapidement rectifier une opinion qui est souvent partagée, à savoir que les actionnaires ne s'intéressent que à la performance et aux résultats financiers à court terme. Je pense que la dernière décennie nous a montré que c'était assez inexact. Historiquement, les actionnaires s'intéressent évidemment à la gouvernance, parce que la qualité des dirigeants joue un rôle clairement non négligeable dans l'attractivité d'une société. Et plus récemment, avec l'urgence climatique, sous la pression de la société civile, du régulateur, les actionnaires ont greffé les dimensions environnementales et sociales à leurs analyses, formant l'ensemble dont on entend beaucoup parler, dit de ESG. Alors aujourd'hui, on s'intéresse spécifiquement aux sujets environnementaux et climatiques. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est juste les 50 principaux actionnaires en termes d'encours de la planète et leur association à des initiatives climatiques ou des référentiels. Et effectivement, les sociétés de gestion se sont armées donc d'équipes qui sont dédiées à ces thématiques, à la fois pour se différencier entre elles et puis pour gérer ces risques. Ils ont formé également des coalitions. La plus redoutable, la plus connue d'entre elles, c'est Climate Action 100+, qui regroupe des investisseurs qui représentent 65 000 milliards d'encours et qui incitent les sociétés à faire évoluer leurs pratiques et leurs engagements en la matière. Et voilà, les investisseurs, maintenant qu'ils se sont engagés dans cette démarche, doivent poursuivre et, on dit, walk the talk. Et un thermomètre qui traduit cet intérêt croissant, alors on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, aux US, non pas que les sociétés américaines soient plus avancées que les européennes, mais c'est un marché où l'activisme est historiquement plus ouvert, notamment le dépôt de résolutions externes y est plus aisé. Et ces résolutions d'actionnaires sont pas nécessairement déposées par des fonds activistes, belligérants, mais par des individus, des ONG ou des fonds de pension. Alors, ce que vous voyez à l'écran, on s'aperçoit que les résolutions dimension environnementale ont très nettement gagné en succès les 3 dernières années, avec un score moyen de soutien à celle-ci qui est passé de 26% à 41%. Et 2 commentaires de ce que vous voyez à l'écran rapidement. Il y a un écart assez significatif entre les résolutions qui sont soumises, donc qui sont proposées au conseil d'administration, et celles qui finissent par être votées lors de l'Assemblée générale. Et il y en a donc un grand nombre sur lesquels les 2 parties s'entendent,
pour qu'elles ne soient pas déposées. Donc, les sociétés prennent l'engagement qui était finalement attendu d'elles. Et ce qui est intéressant, puisque c'est la démonstration qu'elles ont compris qu'il y a un intérêt à s'entendre plutôt qu'à se défendre à tout prix. Et le second point qui est intéressant, c'est le graphe en bas à gauche. C'est sur ces résolutions qu'on peut catégoriser de différentes manières. Celles qui sont le plus soutenues, donc à 62%, ce sont celles finalement qui sont les plus engageantes pour les sociétés, avec des demandes assez fermes, et pas seulement juste de mettre sur pied un rapport de sustainability ou de climate, mais de prendre des engagements fermes. Et dernier point sur ce slide, le score de soutien à la résolution de General Electric de 98%. Donc, c'est une résolution qui avait été déposée par un actionnaire, mais soutenue par le Conseil. Donc, c'est cette démarche de compromis, d'entente qui est assez intéressant à souligner. Peut-être dernier point, c'est que il y a de plus en plus d'acteurs, on va dire, traditionnels qui se permettent de déposer ce type de résolution. Je pense notamment à BNP Paribas Asset Management, la société de gestion française qui, aux US, a déposé chez Chevron l'an dernier une résolution qui a été votée à plus de 50%, 53%, qui visait à ce que Chevron aligne ses activités de lobbying sur les accords de Paris. Donc, voilà, le terrain de jeu américain est intéressant. En France, on n'en est pas au même niveau de maturité, mais l'activisme se reflète dans des échanges quotidiens entre les sociétés et leurs actionnaires. Et c'est traduit par des dépôts de résolutions dites de Sound Climate. Alors, deux mots, même si Tarek, Clémentine en reparleront beaucoup mieux que moi encore. C'est des types de résolutions qui avaient été initiées par le hedge fund activiste TCI et qui propose, je résume, mais de présenter un vote consultatif des plans climatiques des sociétés. Et désormais, ce type de demande a été reprise par des sociétés, notamment en France, donc 3 en 2021. Il s'agissait de Vinci, de Total Energy et de Atos, et 4 ont annoncé le faire en 2022. Donc à Total Energy s'ajoute Engie, Getlink, et il m'en manque un, et Amundi, voilà. Voilà. Et bon, ici, très rapidement, c'était les scores de soutien, les scores à ce type de résolution qui ont été soumises en 2021. On est proche du plébiscite pour la plupart d'entre elles, mais maintenant que la chose est engagée, on s'aperçoit que les actionnaires vont être de plus en plus regardants et vont challenger les sociétés quand ce sont elles-mêmes qui les soumettent volontairement. Ici, voilà ce que l'engouement, oui, il est croissant. On verra ce que ça donne. On en est encore au début de la saison des assemblées générales. Et donc, en 2022, on a déjà 24 résolutions de Sound Climate au niveau mondial qui ont été annoncées. Et sûrement des résolutions d'actionnaires qui sont en préparation. Alors Caroline l'évoquera également et mieux que moi, mais l'activisme se traduit aussi par des acteurs qu'on attendait peut-être moins sur ce créneau, donc des hedge funds qui ont intégré le terrain de jeu avec des demandes variées qui sont peut-être plus axées sur les opportunités que les risques pour les sociétés dans lesquelles ils sont investis. Avec un détonateur en 2021, c'était Exxon, un tout petit investisseur qui s'appelle Engine Number One, avec 0,02% du capital, s'est fait remarquer en faisant campagne, gagnant l'adhésion des actionnaires et en réussissant à remplacer 4 membres du conseil d'administration par des administrateurs indépendants pour insuffler une stratégie climatique plus engageante.
à ces hedge funds s'associent des acteurs qu'on est peut-être moins surpris de retrouver, mais qui sont de plus en plus actifs, donc des ONG. On entendra Tarek pour Follow This, et puis d'autres ONG. Follow This qui s'intéresse essentiellement aux pétrolières, mais il y a d'autres initiatives en cours pour d'autres secteurs d'activité. Voilà. Donc le sujet clairement primordial pour les conseils d'administration. Les réflexions sur ce sujet sont des sources de risques comme d'opportunités. Et les membres des conseils doivent s'assurer que les sujets climatiques demeurent et continuent à être des préoccupations du board. Et les conseils qui ne s'y attacheraient pas, qui ne porteraient pas l'intérêt requis, risquent d'être chahutés. Donc, c'est du fait de toutes ces considérations que Chapter Zero France a souhaité inviter des experts autour de cette table ronde pour comprendre les motivations, les moyens employés, les réponses à apporter face à cette nouvelle donne. Un mot rapide sur Chapter Zero France. Donc, c'est une organisation qui est portée par le Forum économique mondial, qui fonctionne en réseau d'administrateurs de sociétés par pays et qui encourage les membres de conseil à s'éduquer sur les problématiques climatiques, à inviter le défi climatique dans le débat stratégique. Voilà, Chapter Zero France se repose sur des parrains reconnus et œuvre donc à travers des événements comme celui d'aujourd'hui et beaucoup de dialogue et d'éducation à cette prise de conscience. Finalement, un peu incitant un petit peu ces membres à la manière d'activistes au sein des conseils d'administration. Et voici, s'agissant des partenaires de Chapter Zero France. Ce qui clôt cette introduction, et je vais me tourner vers les panélistes. Donc, vous voyez à l'écran, il s'agit de Caroline Clémentine, Nicolas Tarek qui s'introduiront rapidement. Et je vais commencer par me tourner vers Nicolas Nicolas Serron, donc, qui est gérant chez Bluebell Capital. Et je pense que je vais ici arrêter de partager mon écran, voilà. Et on s'interroge, je pense, Nicolas, ayant tous découvert Bluebell au travers de votre campagne probablement envers Danone, pourquoi un investisseur, un hedge fund dit activiste s'intéresserait-il au sujet, aux dimensions environnementales? Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors, quelques mots, mais peut-être d'introduction sur Bluebell pour resituer. Donc, comme vous l'avez dit, on est un gestionnaire d'actifs généraliste basé à Londres qui investit dans les sociétés cotées en Europe pour le moyen long terme. Et on a une approche effectivement activiste ou d'engagement actif, comme on veut le dire. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux sujets environnementaux? Donc, d'abord, Bluebell est signataire de la Charte des Nations Unies pour l'investissement responsable, l'UNPRI. Et donc, les questions ESG font partie intégrante du processus d'investissement. Alors, vous avez une partie, je dirais, classique de gestion des risques extra-financiers, mais vous avez aussi, pour certains de nos investissements, les problématiques environnementales qui sont au cœur de la création de valeur. Pourquoi? Parce que ce qu'on observe sur les marchés, c'est qu'ils commencent à mettre un prix sur les problématiques environnementales. C'est notamment le cas des sociétés cotées qui ont une forte exposition au charbon, qui peuvent être notamment sur les listes d'exclusion d'actionnaires, ou bien voir les banques réduire leur exposition en termes de prêts à ces actifs, avec pour résultat le fait que les sociétés cotées se payent souvent une décote par rapport à leurs concurrents lorsqu'elles ont une grosse exposition au charbon. Donc, pour un actionnaire activiste, la création de valeur consiste à proposer à ces sociétés des solutions stratégiques qui vont assurer la continuité du business model, mais sans pénaliser le cours de bourse. Alors, je peux vous prendre un exemple que j'utilise souvent, qui est celui de RWE, qui est une entreprise allemande de production d'électricité dont nous sommes actionnaires.
RWE est un très gros producteur d'électricité à base de charbon, étant allemand, et se paye à une grosse décote vis-à-vis de ses concurrents. Et la société a récemment décidé un plan d'investissement massif de 50 milliards d'euros dans les énergies renouvelables au cours des 10 prochaines années, avec, étant donné la taille de l'investissement, un gros besoin de financement externe. Et le risque qui est pricé dans le cours de bourse, c'est qu'à un moment, les marchés refusent d'aider RWE à se financer en raison de sa grosse activité dans le charbon. Donc, c'est pourquoi, par exemple, nous avons demandé à RWE de séparer les activités de charbon avec un financement autonome pour s'assurer que le développement des énergies renouvelables ait accès au financement externe et qu'on puisse donc réaliser la transition énergétique. Et cette réduction du risque sur l'activité de RWE sera, à notre avis, créatrice de valeur sur le long terme. C'est donc un exemple, parmi d'autres, vous avez Glencore aussi, mais j'y reviendrai peut-être plus tard, pour lesquels Bluebell peut s'intéresser aux sujets environnementaux. Très bien, Nicolas. Je vais me tourner vers Tarek. Je ne sais pas, est-ce que vous vous retrouvez dans cette vision de Bluebell? Est-ce que, vous pourrez nous présenter peut-être l'ONG qui est Follow This et votre prisme Oil and Gas? Bien sûr, Louis, merci. Alors effectivement, il y a des sujets de recouvrement entre ce que Nicolas vient d'exposer, le point de vue de Bluebell et le point de vue de Follow This. Mais on peut commencer par dire ce que c'est que Follow This. C'est une association de petits actionnaires, de petits porteurs, à l'origine basée aux Pays-Bas et qui part en 2015 dans l'environnement propice à la réflexion climatique que représentait la COP21, qui a eu un impact au-delà des frontières françaises. Vu d'Amsterdam, on pouvait partir d'un double point de vue, d'une double vision. La première, c'est que c'est une association de petits actionnaires qui se dit l'accord de Paris, c'est très bien, mais les pétroliers sont l'acteur central de l'énergie, qui sont de taille à faire ou défaire l'accord de Paris. On a l'habitude de dire « we'll make or break the Paris Accord » parce que, pour diverses raisons à la fois, qui sont caractéristiques à l'industrie du pétrole et aux super majors en particulier. Le fait qu'elle soit centrale dans dans certaines prises de décision qui structurent les marchés de l'énergie dans le futur, qu'elle soit capable d'investir sur plusieurs décennies parfois, et que les décisions qu'elles ont prises il y a 20 ans, il y a 10 ans, ont un impact sur l'offre énergétique à l'heure actuelle. Le fait qu'elles sont prescriptrices en termes de qualité et en termes de décision d'allocation de capital, la taille du capital qu'elles peuvent allouer année après année. Pour une entreprise comme Total Energies, on parle de 15 milliards de dollars tous les ans. Leur qualité, leur capacité à émettre des obligations et à lever de la dette. Bref, première vision, en tant qu'acteur central des marchés de l'énergie, les pétrolières sont de taille à faire ou défaire l'accord de Paris. Et deuxième vision, qui est une vision aussi très néerlandaise, parce qu'aux Pays-Bas, quand on prévoit pour sa retraite, on met de côté dans un fonds de pension, et quand on sait très bien qu'on met de côté dans un fonds de pension, on se perçoit en tant qu'ayant prévu pour sa retraite, on se perçoit en tant que petit actionnaire. Et donc, quelque part, c'est une vision très néerlandaise, c'est une vision de pays à fonds de pension, qui est que les individus, les gens du commun, se perçoivent eux-mêmes comme actionnaires de toutes les entreprises cotées, et a fortiori de Shell, de la Royal Dutch Shell. Et donc, se percevant cette association de petits porteurs qui part d'une première vision, les pétroliers vont faire ou défaire l'accord de Paris, et d'une deuxième vision, moi, en tant que petit porteur, je constate que Shell est aussi coté à la Bourse de Londres, et que, ma foi, à la Bourse de Londres, c'est à la portée d'un petit groupe d'actionnaires que d'engager la société par le résolution d'actionnaires. C'est là que ce que vous évoquiez comme l'invitation par Amundi, nous on la salue, hein, d'offrir un pivotement dans les conditions de dépôt de résolution en France. À notre avis, elle est salvatrice.
et ce serait une excellente nouvelle pour la place de Paris, mais on pourra y revenir. Mais donc cette double vision, Big Oils will make or break the Paris Accord, et ma foi, ça n'est pas si compliqué de déposer une résolution d'actionnaire à la Bourse de Londres. Pourquoi une résolution d'actionnaire? Parce que à cette double vision s'ajoutent certaines convictions. La conviction que le meilleur des leviers de l'engagement actionnarial, c'est celui de déposer une résolution. Ça, c'était une conviction en 2015. Et on pense que la campagne qu'on mène continuellement et avec une régularité qui commence à être reconnue, on pense, depuis lors, a démontré que la résolution d'actionnaires est l'outil le plus efficace pour engager une discussion précise et qui vise à accompagner l'entreprise sur le chemin d'une transition. C'est vraiment ça aussi, on y croit très fortement. Notre résolution n'est pas hostile. On aime bien croire, on aime se laisser croire en France, en tout cas c'est un mot que j'entends souvent, mais vous savez, il y a de l'hostilité dans le fait de déposer une résolution d'actionnaire. Alors à Londres, encore une fois, où les conditions sont un petit peu plus lestes, tous nos textes commencent par We support the company et finissent par You have our support. On voit vraiment ça comme une démarche d'accompagnement de la part de petits actionnaires, de stakeholders, en vue d'obtenir une transition qui n'a rien d'évident. J'en sais quelque chose. Moi, personnellement, la première partie de ma carrière, ça a été 12 ans à travailler dans l'industrie du gaz et du pétrole. Et vu de l'intérieur, je peux vous confirmer que toute performante qu'elle puisse être, cette industrie, elle a besoin de tout le soutien disponible pour opérer une transition qui l'amène à être alignée avec l'accord de Paris. Donc, vous avez un petit contexte pour Follow This, l'idée de départ, déposer des résolutions plutôt que de poser des questions simplement, ou d'envoyer des lettres ou un engagement face-to-face. Ça a plusieurs qualités. La première d'entre elles étant d'offrir la transparence sur les attentes des investisseurs, puisque une résolution s'est mise aux voix, les voix, ça quantifie qui est d'accord et qui est contre. Et une résolution qui revient tous les ans, ça quantifie l'évolution de l'impatience du panel d'actionnaires de la société. Et il n'y a pas beaucoup à s'y tromper. Les résolutions de Follow This qu'on dépose depuis 2015, on essaie de la déposer depuis 2015, la première à avoir été mise aux voix chez Shell en 2016, et continuellement depuis chez Shell d'abord et à partir de 2018 partout où on l'a pu, c'est-à-dire très vite chez BP, chez Equinor, et depuis le changement d'administration aux US, et bien partout où on le peut aux USA, ça permet de capturer ces résolutions des succès croissants. Elles ont commencé avec des votes qui semblaient embryonnaires, des 2,5%, et puis elles ont cru petit à petit jusqu'à atteindre un seuil d'une quinzaine de pourcents qui était quand même assez massif en 2020, à partir du moment où on a eu le bonheur de voir qu'on faisait des émules en France et que 11 investisseurs institutionnels avaient co-déposé une résolution très comparable, au contenu très comparable à la nôtre, à l'Assemblée générale de Total SA à l'époque, qui allait devenir Total Energies, où elle a fait du premier coup 17%, ce qui, malgré ce qu'on a pu entendre, elle a été largement rejetée. Ma foi, 17% de pour une résolution climatique en France et du premier coup, ça nous a semblé être un sacré succès de la part de ces 11 investisseurs. Et l'année dernière, c'est 30% chez Shell qui ont voté pour une résolution à objectif climatique en ligne avec l'accord de Paris. Donc c'est ça, la grande qualité de notre campagne, c'est d'offrir une clarté sur la progression de l'impatience des investisseurs, puisqu'on redépose, comme des métronomes, la même résolution chez autant de sociétés pétrolières qu'on le peut. Ça ne nous empêche pas d'être des interlocuteurs qui savons retirer nos résolutions quand les sociétés progressent. On a des track records de cet égard. Et donc, chaque résolution, autre qualité, chaque résolution mise aux voix a un effet, c'est-à-dire qu'on obtient un pas en avant de la part de la société qui se rapproche d'un alignement avec l'accord de Paris. Année après année, chaque résolution a un effet, fait une marche d'escalier qui monte, et un effet de cliquet, on n'en redescend pas de la marche d'escalier. Donc là, voilà
voilà à peu près ce qu'on fait chez Covelis. Merci Tarek. Je crois que Caroline sera ravie de rebondir, puisque un sujet qui lui tient à cœur, ces dépôts de résolution, cette caisse de résonance en AG, est-ce que ça traduit de l'hostilité ou de la transparence, chose qui est... Merci beaucoup de cette première introduction. Les sujets sont à la fois passionnants, riches et d'une extrême gravité, me semble-t-il, et peut-être que je vais prolonger les propos de mon prédécesseur sous cet angle-là. Je pense que la question du climat n'est pas une question comme les autres. Dans le sens où derrière chaque investisseur, derrière chaque actionnaire, il y a un consommateur, il y a un citoyen, il y a un père, il y a une mère. Donc, il y a une conscience nécessairement différente sur ce sujet par rapport à d'autres questions qui sont les questions traditionnellement sur la table des entreprises. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît le point fondamental pour raisonner sur ces sujets-là et notamment à travers le mouvement activiste. Deuxième remarque que je ferai, c'est que dans le même temps, l'opinion publique, les parties prenantes ont de plus en plus d'attentes en provenance des entreprises. L'entreprise d'aujourd'hui est devenue un corps intermédiaire à part entière. L'entreprise, on attend qu'elle soit citoyenne. Et donc, évidemment, lorsqu'on parle de l'entreprise citoyenne et qu'on évoque la question de la dégradation du climat avec toutes les conséquences redoutables que cela peut porter, cette notion de citoyenneté a une résonance très particulière. Et si on met en perspective ces deux remarques liminaires, il est évident que l'activisme climatique a une coloration, une dimension autre. Et puisque la question, lui, était celle de savoir s'il était bien de poser des résolutions, je trouve que les arguments qui viennent d'être évoqués sont très concluants, notamment prendre date, transparence, quantifier. On a un vrai sujet de métrique sur ces questions climat, donc d'être en mesure de mesurer précisément le niveau de satisfaction ou de non-satisfaction des actionnaires, des investisseurs, dont je rappelle qu'ils ne sont pas uniquement cela. Et lorsqu'on a évoqué ces fonds de pension qui sont effectivement le siège de ces citoyens qui vont se saisir des sujets des entreprises à travers leur portefeuille, c'est un sujet finalement qui devient aujourd'hui au sommet des préoccupations. Et du coup, ce qui amène peut-être une deuxième brique, c'est dans quelle mesure les entreprises doivent s'en saisir, dans quelle mesure les conseils d'administration doivent s'en saisir. Il est évident qu'aucun conseil d'administration aujourd'hui, et je dirais quelle que soit l'industrie dans laquelle ce conseil a vocation à agir. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est moins un sujet, il y a des entreprises, évidemment toutes les entreprises pétrolières notamment, pour lesquelles la question du passage du marron au vert est devenue un sujet majeur, mais pour celles pour lesquelles ce n'est pas forcément un sujet majeur, elles peuvent faire mieux, elles peuvent contribuer aussi à leur mesure, à l'effort et à l'amélioration d'une situation qui se dégrade malheureusement. Donc voilà les quelques réflexions que je peux porter là en guise d'introduction. Et dernier point que j'aimerais évoquer, c'est que il y a, si on prend la question plus spécifique de l'activisme, il est certain que l'activisme vert, d'abord est appelé à un futur retentissant, ça c'est certain, et il va évoluer de manière un peu différente. On ne peut pas traiter totalement de la même manière l'activisme classique, celui maintenant qui est quasiment institutionnalisé, et puis les questions qui vont être posées par des personnes qui ont une conviction aiguë de l'importance du sujet, qui vont souhaiter faire bouger les lignes dans les entreprises, comme viennent de l'énoncer mes deux prédécesseurs. Voilà. Merci Caroline. Et vous évoquez la responsabilité des conseils. Je me tourne vers Clémentine, puisque quand on parle de responsabilité, on peut penser au contentieux ou au risque juridique. Ce fiduciary duty des conseils, où est-ce qu'on en est un petit peu en France, en droit français, ou est-ce qu'un actionnaire, est-ce qu'un conseil qui n'aurait pas bougé ou qui aurait mal bougé peut se retrouver en difficulté d'un point de vue juridique?
Bonjour à tous et à toutes, et merci Louis. Un mot, donc, moi je suis avocate au barreau de Paris et donc je me consacre au sujet notamment de transition et c'est dans ce cadre-là que j'interviens notamment sur l'activisme actionnarial puisque c'est devenu un levier important de cette transition. Et donc sur ce sujet, d'un point de vue donc strictement juridique, parce qu'au-delà des intérêts évidents et même de presque l'obligation pour les conseils de s'intéresser à ces sujets, comme l'a rappelé Caroline et Nicolas et Tarek, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon une pression très forte de la part des actionnaires, de la société civile, etc. Mais c'est vrai que ça devient, c'est en passe de devenir une obligation juridique de plus en plus contraignante. Alors, en droit français, on a déjà une obligation pour le conseil d'administration de déterminer les orientations de l'activité de la société en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, c'est inscrit dans le code de commerce. Et donc, il est déjà du devoir du conseil d'administration de prendre en compte ces externalités. Et alors, les contentieux visant directement les administrateurs, on n'en a presque pas, enfin, voire pas à ce stade, mais en tout cas, c'est un risque qui ne peut être totalement exclu, puisqu'à mesure que ça devient un sujet et un levier qui intéresse de plus en plus la société civile, les leviers juridiques vont aussi être explorés davantage. Et ce, d'autant plus que le droit est en train d'évoluer vers encore plus de contraintes, puisque la Commission européenne, par exemple, a publié un projet de directive sur le devoir de vigilance des entreprises, et donc ça sera cette fois-ci au niveau européen, et qui introduit des obligations contraignantes à la charge directement des administrateurs sur notamment des obligations spécifiques d'intégration du devoir de vigilance dans la stratégie d'entreprise. Donc, ça sera vraiment leur champ de responsabilité et de prise en compte des conséquences de leurs décisions sur les droits de l'homme, le changement climatique et l'environnement. Donc, au-delà, alors aujourd'hui, on a déjà des contentieux contre les entreprises elles-mêmes, celles qui ne s'alignent pas sur l'accord de Paris notamment. Donc, la première décision assez retentissante, c'est l'affaire Shell aux Pays-Bas, puisque Shell a été condamné à revoir ses objectifs climatiques à la hausse, c'est-à-dire être plus ambitieux, et donc à s'aligner à prévoir une stratégie climatique compatible avec l'accord de Paris. On va avoir aussi, enfin, on va voir ce qui se passe dans ce projet de directive, mais ça sera induit maintenant que les entreprises devront, en tout cas celles d'une certaine taille, avoir une stratégie compatible avec l'accord de Paris. Et donc, au-delà donc, de ces contentieux qui risquent de se multiplier sur ces entreprises qui ne s'intéressent pas et qui ne se sentent pas concernées, il est tout à fait possible que certains contentieux visent plus directement des administrateurs pour toujours dans cet objectif d'utiliser ce levier juridique comme moyen de faire évoluer les entreprises. Merci Clémentine. Je reviens peut-être juste un pas en arrière et je me tourne à nouveau vers Caroline sur est-ce que vous voyez une différence entre l'activisme traditionnel que vous connaissez bien et les différentes campagnes, certaines qu'on a pu évoquer, ou ce à quoi vous vous attendez en termes de méthode, de pression, de résultats? Alors peut-être, Louis, je souhaiterais peut-être me présenter ce que je n'ai pas fait et puis surtout rebondir sur ce que vient de dire Clémentine et je vais répondre à votre question. Bon, rapidement, Songe Conseil est un cabinet de conseil qui accompagne, on va dire, les acteurs de l'entreprise, que ce soit les investisseurs ou les dirigeants, sur des sujets notamment d'activisme, mais pas uniquement, et sur des questions de gouvernance. Donc, j'ai été amenée à être très active dans plusieurs campagnes activistes et je vois bien comment fonctionne, quel est le modus operandi de ces acteurs. Pour rebondir sur ce que dit Clémentine, je pense que la question de la responsabilité d'administrateurs en France est un serpent de mer. Hein. Ça fait des années qu'on nous prédit une mise en cause des administrateurs. Cela reste quand même aujourd'hui très compliqué, très difficile. Mais en revanche, je dirais le tribunal médiatique est bien plus efficace. Et je crois qu'il y a une telle attente des opinions publiques aujourd'hui sur ce sujet que même si la responsabilité purement juridique tarde à venir, je pense que la pression et les attentes de l'opinion publique sont infiniment plus efficaces. Concernant maintenant le modus operandi de l'activisme, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a un activisme traditionnel et un activisme vert ? J'ai envie de dire oui et non. La boîte à outils reste la même.
hein, lorsque Tarek évoque le dépôt de résolution, bah, c'est ce que ferait ou ce qu'a pu faire un Amber Capital ou un Cevian, ou voilà. Donc sur des sujets qui n'étaient pas des sujets climat, parce que la boîte à outils elle n'est pas extensible. Donc il y a les droits et les moyens que vous donne le droit, hein, en tant qu'actionnaire minoritaire. Vous avez une boîte à outils, hein, notamment poser des questions écrites, déposer des résolutions, voilà, un certain nombre éventuellement challenger le conseil d'administration jusqu'à demander avoir certaines demandes. Donc il y a une boîte à outils juridique. Puis, il y a ce qui existe autour, c'est-à-dire les campagnes. On sait très bien que finalement, ce que redoutent le plus les entreprises, c'est lorsque ces échanges qui demeurent confidentiels deviennent publics, hein, parce que là, on rentre dans un autre environnement avec un risque réputationnel qui est très fort. Hein. C'est encore une fois, à mon sens, la menace première. Hein. Le risque le plus important, c'est celui-ci. Donc, non, la boîte à outils reste la même. Là où il y a peut-être une différence qui n'est pas perceptible immédiatement, mais moi qui me paraît extrêmement importante, c'est que cela concerne plutôt les ressorts. C'est-à-dire que lorsque vous avez un activiste qui va critiquer une opération de fusion-acquisition ou qui va critiquer la gouvernance, bon, il y aura des demandes, il y aura des attentes, mais il y aura quelque chose, je dirais, il y aura toujours un présupposé financier de près ou de loin, notamment sur les sujets de gouvernance, parce que vous savez très bien, lorsque vous critiquez la gouvernance d'une entreprise, finalement, le moyen elle est très efficace, hein, vous la touchez dans son cœur, et c'est une façon d'établir un rapport de force et donc d'essayer d'arriver à vos fins plus facilement. Lorsqu'on est sur l'activisme vert, sur les enjeux, les sujets de climat, comme je l'ai dit en introduction, on est sur des sujets qui sont d'une extrême gravité où finalement l'objectif n'est pas un objectif financier. L'objectif n'est pas nécessairement un objectif de création de valeur. L'objectif, c'est de faire bouger les lignes sur un sujet qui est fondamental et qui va vraisemblablement passer par une destruction de valeur avant qu'il y ait de nouveau une création de valeur. Donc, c'est ça qui est différent en réalité. C'est plus le moteur, c'est plus le ressort, avec des acteurs qui seront plus dogmatiques. Et dans ma voix, dogmatique n'est pas une critique, c'est-à-dire qu'il y aura une forme d'intransigeance. Il y a une course contre la montre, il faut y aller rapidement parce que les enjeux sont tellement d'une telle gravité. Et donc, c'est là où je dirais l'activisme a un tropisme qui n'est pas celui d'un activisme plus classique. Là où les choses vont se compliquer, c'est le dernier temps de mon raisonnement, c'est lorsqu'il va y avoir une alliance objective, et on commence à le constater, entre des activistes qui ont historiquement plutôt un biais financier. Quand je dis ça, encore une fois, ce n'est pas une critique, hein, dès l'instant que c'est qu'il s'agit de créer de la valeur et que cette valeur aurait vocation à être partagée entre tous les actionnaires. Et lorsqu'il va y avoir donc une alliance entre ces actionnaires, ces activistes et puis des ONG ou des activistes qui ont vraiment un tropisme purement environnemental, et que d'une certaine façon, cette catégorie va pouvoir profiter notamment des moyens, puisqu'on sait très bien que les activistes traditionnels ont d'énormes moyens. C'est en ça qu'il y a eu un rapport de force qui s'est profondément modifié d'ailleurs dans les entreprises, c'est que les entreprises étaient habituées à avoir des minoritaires en face d'eux qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas les compétences. Maintenant, ils ont en face d'eux des activistes, des actionnaires minoritaires qui ont les moyens et qui ont les compétences. Donc là où ça va devenir très compliqué pour les entreprises, c'est lorsque ces actionnaires, parce qu'ils ont compris que ce sujet, ces activistes ont compris que ce sujet était un sujet fondamental, vont venir prêter main forte, embarquer le combat mené par des activistes verts. Et là, je donne comme exemple le fameux dossier Exxon, hein, où Engine No. 1 avait une très petite participation au capital, petit acteur, et qui est allé chercher des acteurs très importants et qui a réussi à embarquer notamment BlackRock. Et c'était, si ma mémoire est bonne, et Vanguard. C'est là que les choses ont évolué, c'est-à-dire que ce sujet qui était au départ, je dirais, le seul terrain de jeu d'acteurs, d'ONG qui avançaient de façon peut-être plus empirique avec un agenda que l'on connaît, vont
soit vont montrer le chemin, soit vont s'allier de façon objective parce qu'il y aura un moment, une conscience aiguë et puis que la destruction de valeur est telle qu'il y aura aussi une incidence d'un point de vue de la performance. Voilà, donc je vois plutôt ça comme évolution. Je pense qu'il va y avoir une sorte de mutation où on les distinguait, ils vont être de moins en moins distingués. Mais encore une fois, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher les ressorts. Et là, peut-être du point de vue des ressorts, les choses continuent d'être distinguées, en fait. Voilà. Est-ce que Nicolas, vous vous retrouvez dans les propos de Caroline? Enfin, pourquoi est-ce que vous approchez différemment une campagne avec un volet environnemental qu'une campagne un peu plus traditionnelle visant la performance ou la gouvernance? Alors, pour rebondir sur ce que disait Caroline, je pense que si je me place d'un point de vue administrateur, ma financial duty, c'est créer de la valeur sur le long terme. Il n'y a pas de création de valeur sur le long terme s'il n'y a plus personne qui habite sur la planète. Donc, le sujet environnemental, le sujet carbone, il est le même qu'un sujet classique d'activiste de création de valeur. Je pense que les activistes environnementaux font de la création de valeur un point, mais sans le savoir. Parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus focalisés sur faire bouger les lignes sur le carbone, mais effectivement, ils s'intéressent quand même à la création de valeur long terme, mais sans le savoir. Donc, ils sont très alignés finalement avec les actionnaires et les activistes. Je ne les oppose pas. Je voulais juste. Non, mais je ne les oppose pas du tout, hein, mais j'entends votre raisronnement. Il nous arrive de le savoir. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Donc, l'administrateur doit vraiment comprendre les deux. Les durées et le timing et le temps considéré est peut-être différent. Un activiste aura peut-être des résultats à plus court terme qu'un activiste environnemental qui veut sauver la planète sur 50 ou 100 ans. Mais c'est un peu ça, je pense, qui est important de comprendre pour l'administrateur. Alors, comment nous on aborde une campagne environnementale? Non, pas de façon différente, parce qu'on veut créer de la valeur. Il faut bien comprendre quelques points importants sur notre dialogue avec les sociétés. Le premier point, c'est que dans la vaste majorité des cas, les sociétés sont prêtes au dialogue. C'est vrai sur des sujets activistes classiques, je dirais, mais c'est aussi très vrai sur l'ESG. Dans l'immense majorité des cas, nous, on est capable d'engager un dialogue stratégique avec le management et ou le conseil d'administration en fonction des sujets abordés. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Le deuxième point important, c'est que la grande majorité des interactions qu'on a avec les sociétés, elles ne sont pas publiques, elles se passent très bien. Alors, comme ce sont souvent les cas un peu difficiles qui se retrouvent dans la presse, il y a une image et on peut penser que le dialogue est souvent conflictuel, mais c'est une fausse idée. C'est vraiment une fausse idée. Et peut-être le dernier point là-dessus, c'est que le fait qu'une interaction devienne publique, parce qu'on en parlait, c'est souvent la conséquence soit d'un blocage, soit du besoin d'impliquer un plus grand nombre d'acteurs dans la recherche d'un consensus. Alors, ça peut être au moyen de la presse, ça peut être lors des assemblées générales, poser des questions, faire des votes, etc. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la société hein, d'avoir un débat public sur des points très importants. Alors oui, il y a un risque, hein, il y a un risque réputationnel, c'est vrai, mais ce n'est pas en soi quelque chose de négatif à la base. Et il faut garder en tête, et moi j'ai un exemple en tête très précis, mais ce ne sont pas toujours les activistes qui rendent les débats publics. Hein. Donc il peut y avoir aussi un besoin en interne pour une société pour clarifier un point. Donc comment on aborde le public-privé? En général, de façon générale, en privé et constructif. Et le processus peut amener un débat public. Et quels seraient vos interlocuteurs privilégiés pour engager spécifiquement sur ces thématiques? Et vous vous adressez plutôt au conseil, au management ou... De façon générale, plutôt le conseil. Tout ce qui est vraiment stratégique, c'est souvent plus la responsabilité du conseil. Vous avez souvent en France le CEO de toute façon qui est au conseil, donc le management sera aussi impliqué dedans. Après, c'est un peu au cas par cas, nos interlocuteurs, si on parle au management ou au board, mais les deux en général, de façon générale. Mais on s'adresse plutôt au board pour commencer, puisque c'est souvent des enjeux très stratégiques, et c'est plus au niveau du board que ces discussions doivent avoir lieu. D'accord. Et Tarek, Caroline, je vous en prie. Oui, pardonnez-moi, vous attendre. Non, je voulais juste dire que
dans la très très grande majorité, les entreprises, et je ne juge pas, je ne prends pas parti quand je dis ça, mais dans la très très grande majorité, les entreprises vivent comme une agression le fait que les discussions deviennent publiques. Il faut quand même reconnaître cela. Ça emporte parce qu'il y a, notamment pour une raison très simple, c'est que les médias s'emparant du sujet, il y a un risque majeur de ne plus pouvoir maîtriser les échanges. Donc pour l'entreprise qui est en première ligne, ça devient extrêmement, je dirais, elle devient extrêmement vulnérable. Voilà. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je veux juste dire que bon, les campagnes publiques sont rarement une très bonne nouvelle pour les entreprises. J'allais juste rebondir vers Tariq, vous, quand vous entamez un dialogue avec une société, à qui vous adressez-vous prioritairement? Alors, nous, on dialogue avec deux types de sociétés en particulier, avec les investisseurs institutionnels et avec les émetteurs, avec les sociétés de gaz et de pétrole. On discute avec qui veut bien nous recevoir, Louis. Donc, mais notre source, notre ressource première dans l'engagement, c'est l'attention des investisseurs institutionnels. Puisque les sociétés pétro-gazières nous répondent parfois avec leur relation investisseur et avec parfois des discours un peu attendus. Et il est assez rare qu'on ait affaire au top management. Or, c'est des sujets quand on aborde l'adaptation au changement climatique, la transition énergétique, on aborde des sujets de pivotement qui concernent le top management. Donc, notre interlocuteur favori, c'est l'équipe ISR ou l'équipe ESG dans les grandes institutions financières, que ce soit les fonds de pension aux Pays-Bas ou que ce soit les assurances, les mutuelles en France et tous les autres institutionnels, qui charge à eux de percevoir la résonance qu'il y a entre le propos qu'on porte, notre campagne de résolution, avec leurs propres engagements, sur le plan climatique et leurs propres engagements de sauvegarder leur valeur en tant que gestionnaire de portefeuille. Parce que oui, je me permets de rebondir un peu sur ce qui a été dit il n'y a pas si longtemps. Il y a cette perception qui pour l'instant est un peu diffuse, mais une perception qui est de plus en plus tangible, palpable, que le réchauffement climatique va détruire de la valeur de tous les côtés. Donc, en tant que gestionnaire de portefeuille, on est concerné et on se doit, pour la pérennité de la valeur qu'on défend, donc c'est là que les fiduciary duties peuvent rentrer en jeu, ou l'idée qu'on s'en fait. Donc le gestionnaire d'actifs va prendre part à cette discussion-là, constatant que on ne peut pas faire des affaires dans un monde détruit. C'est assez simple. Alors, Clémentine, on comprend que Tariq, donc Follow This, utilise les actionnaires institutionnels comme levier et via un dépôt de résolution. Il y a eu tout un débat en France sur justement la validité de certaines résolutions, les champs de compétences entre le conseil, l'actionnaire. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot, et également sur les autres types d'actions possibles et envisageables de la part des actionnaires? Oui, bien sûr. Alors, pour revenir peut-être un tout petit peu en arrière, et vous l'aviez mentionné, en 2020, ça a été l'apparition des premières résolutions d'actionnaires climatiques en droit en France, donc sous forme qui était soit de ce qu'on appelle Sound Climate, donc un vote consultatif sur la stratégie climat, soit d'information renforcée. Et donc, ces dépôts de résolution visaient Total et Vinci. Et dans les deux cas, les conseils d'administration des sociétés visées ont été assez hostiles à ces résolutions et ont invoqué le fait qu'elles étaient
incompatible avec le principe de la séparation des pouvoirs au sein de la société anonyme. Et donc, même dans le cas de Vinci en 2020, les sénateurs ont refusé d'inscrire la résolution à l'ordre du jour, donc elle n'a même pas été soumise au vote. Elle a été soumise au vote dans le cadre total, mais avec une réserve très forte du Conseil sur sa légalité. Donc la question de la légalité, elle se résume en fait au fait que les actionnaires ont un droit, notamment à amender les statuts, à être informés, et ont un droit aussi de regard sur certaines des décisions les plus importantes de la société, mais ne peuvent pas faire ce qu'on appelle du micromanagement, donc ne peuvent pas empiéter sur les pouvoirs du conseil d'administration. Alors c'est un principe qui est ancien et qui finalement est fondé sur une jurisprudence très ancienne de 1946 et qui pose ce principe, mais qui n'en pose pas tout à fait les contours. Donc, on a une frontière qui n'est pas encore complètement déterminée entre quelle est la possibilité pour les actionnaires d'avoir un droit de regard, par exemple, sur la stratégie climatique des entreprises. C'est là que ça se pose. Donc, en l'absence de critères précis, à partir du moment, enfin, moi c'est ma position, à partir du moment où les actionnaires n'empiètent pas sur ce pouvoir du conseil d'administration de déterminer les orientations de la société, donc qui est inscrit dans le code de commerce, il devrait être possible de fixer des grands caps ou de demander à avoir une information renforcée, notamment en matière de stratégie climatique, sans que ça soit considéré comme un empiètement sur le pouvoir du conseil d'administration. Donc, on a plusieurs, voilà, on l'a déjà évoqué, on a donc ce type de résolution, les Science Climate, qui est un vote consultatif qui en soi ne devrait pas être vu comme un empiètement sur les pouvoirs du Conseil, puisque d'ailleurs les sociétés elles-mêmes qui étaient réservées vis-à-vis de ces résolutions en 2020 ont finalement de leur propre chef soumis leur stratégie climatique au vote consultatif de l'Assemblée. Donc, je pense qu'on arrive de plus en plus à un consensus sur la validité de ce type de résolution. C'est pas encore aussi ce consensus n'est pas encore tout à fait arrivé dans des résolutions qui, pour le coup, vont un peu plus loin en demandant à l'entreprise d'aligner sa stratégie sur l'accord de Paris et notamment de se fixer des objectifs de court, moyen et long terme. Mais je pense que ça en prendra le chemin, puisqu'on est vraiment quand même loin du micromanagement, mais vraiment sur un cap à long terme qui, de plus en plus, va de toute façon rejoindre des obligations légales. Et après, on a toutes les voies d'action classiques qui restent assez puissantes sur le non-renouvellement des mandats, les votes sur la rémunération des dirigeants. Alors, bien sûr, les questions écrites qui permettent aussi de vérifier, de mettre un peu la pression pour vérifier la cohérence des actions d'une entreprise. On pourrait aussi imaginer des résolutions un peu moins standardisées, parce qu'aujourd'hui, elles sont très standardisées, mais même au niveau international. Donc, on a soit le Say on Climate, soit la résolution sur la transparence des actions lobbying, soit la résolution un petit peu accord de Paris. On pourrait imaginer, dans certains cas, de réfléchir pour une entreprise précise si il serait possible de même d'agir sur la raison d'être, l'objet social, voire sur l'autorisation de certains investissements. Donc, je pense que le débat n'est pas clos et la créativité des actionnaires non plus. Mmh. Nicolas, j'entends question écrite. Pardon. Ça me permettrait de rebondir si le moment est bon. J'aimerais revenir un peu sur la genèse de l'idée de Say on Climate, qui était effectivement, comme on l'a peut-être évoqué, portée par un activiste britannique, TCI, qui a commencé, c'était sur les slides de présentation au début. Mais sur les slides de présentation, il y a un élément qui était fortement recommandé par TCI et qui est un peu tombé du camion en cours de route. Et c'est bien dommage, c'est l'alignement avec l'accord de Paris. Un Say on Climate canonique, tel que porté par la campagne séminale de 2021 menée par TCI autour de la notion de Say on Climate et qui a eu un certain écho, un certain succès, puisqu'on en a déjà eu 3 mises aux voix à la dernière AG, mentionnait un alignement avec l'accord de Paris. Depuis lors, on discute sur la recevabilité de résolutions non-binding, non engageantes,
Et on considère que les 3 résolutions qui ont été mises aux voix en France en 2021, chez Atos, chez Vinci et chez Total SE encore à l'époque, étaient des Say on Climate. Quant à nous, chez Follow-This, puisque on considère déposer une espèce de Say on Climate en mentionnant un objectif aligné avec l'accord de Paris, nous, on appelle ces résolutions-là in-house resolutions, puisqu'elles appellent l'Assemblée des actionnaires à plébisciter une ambition climatique qui, en règle générale, ou en tout cas dans le cas de Total Energies, que je commence à bien connaître, n'est pas aligné avec l'accord de Paris. Et d'ailleurs, cela se voit, quel que soit l'angle par lequel on prenne le problème. Donc, l'appel de la part d'un conseil d'administration à faire entériner une ambition climatique qui est de très loin désalignée avec l'accord de Paris ne devrait pas s'appeler un Say on Climate si on se rapporte à la campagne séminale, comme je l'évoquais. On suggère de l'appeler in-house resolutions, quant à nous. Je me permettrai, pendant que j'ai le micro, de préciser quel est notre Say on Climate. On mentionne, il y a toujours 3 éléments qui sont au cœur de notre résolution, et on en parle au singulier, parce que, comme je vous le disais, on essaye que ce soit la même, on essaie qu'elle soit prévisible et qu'elle trace une évolution par rapport à cette même demande qu'on fait depuis 2016, des objectifs sur le scope 3 alignés avec l'accord de Paris. Alors, petit rappel, peut-être que tout le monde est très familier avec ça, mais néanmoins, le scope 1, c'est il y a 3 scopes qui ont été définis par le GHG Protocol. Le scope 1, c'est les émissions de dioxyde de carbone qui sortent des procédés internes à l'entreprise. Le scope 2, c'est un point de vue assez américain qui vient des utilities, c'est-à-dire tous les fluides, schématiquement, qui sont livrés à l'entreprise, électricité, eau chaude. Et le scope 3, c'est tout le reste, en amont et en aval. Ça peut être affreusement compliqué pour, je ne sais pas moi, une société de production de cinéma, de quantifier son scope 3. Mais quand on en vient à extraire du gaz et du pétrole du sous-sol, ma foi, c'est une relation stoichiométrique dont on peut apprendre les bases de chimie en lycée général. C'est vraiment pas si difficile que ça d'évaluer un scope 3 dans une société pétrolière et de constater si les forecasts de production sont ou pas en ligne avec l'accord de Paris, c'est-à-dire en ligne avec les scénarios de référence. Merci Tarek. Je vais rebondir sur un autre sujet. Je me tourne à nouveau vers Nicolas parce qu'on Clémentine mentionnait les questions écrites qui peuvent être une arme ou quelque chose qu'un activiste emploie. Il me semble que vous en avez fait l'usage. Première question. Deuxième question qui nous vient de l'audience sur vos campagnes envers RWE et Glencore. La difficulté si on crée en gros une BATCO avec des assets un peu plus, enfin qui émettent plus, etc. Il y a une dimension sociale que vous pouvez évoquer peut-être et les conséquences. Et puis, est-ce que ces assets risquent pas finalement de finir entre les mains d'acteurs privés avec moins de regard de la part de l'actionnaire institutionnel, enfin les conséquences de ce type de campagne? Plusieurs questions en une. Alors, sur les questions écrites, vous avez raison, on est actionnaire d'une société chimique belge qui s'appelle Solvay, où on a un désaccord avec eux sur la gestion de leurs déchets dans une usine en Italie, à Rosignano, où ils déversent directement leurs déchets dans la mer. Et donc, pour sensibiliser les autres actionnaires majoritairement à ce problème, lors de la dernière Assemblée générale de Solvay, nous avons posé une 40aine de questions sur les procédés qu'utilise Solvay pour décharger pour déverser ou pour traiter ces déchets dans cette usine. Donc, ça avait surtout, il n'y avait pas de vote, hein, c'était juste des questions écrites. Donc, dans un souci de sensibiliser les autres actionnaires à un problème qui est factuel et qui n'était pas très connu. Donc, on a fait beaucoup de bruit là-dessus dans la presse, à travers la plateforme des Nations Unies, UNPRI, etc. Donc, c'était un des éléments qui nous a permis de sensibiliser les autres actionnaires à ce problème. Sur
la question du charbon, des BATCO, etc. Alors oui, c'est un risque, effectivement, d'enlever le problème d'une action d'une société cotée, donc très exposée à la vue du public, et de le mettre dans une boîte noire privée et que plus personne n'ait de regard dessus. Alors, les acteurs privés, eux aussi, ont souvent des besoins de reporter à leurs actionnaires ce qu'ils font avec leur argent, mais le risque persiste. Alors, la meilleure façon, ou une des façons qu'on a proposées à Glencore pour séparer leur mine de charbon du reste de la société, c'était de garder un contrôle de management, mais de ne plus avoir d'exposition économique. Ou avoir une exposition économique beaucoup plus faible. Donc d'avoir deux classes d'actions, de créer une nouvelle société avec deux classes d'actions. Donc Glencore resterait en termes de droit de vote et donc de capacité à gérer le management propriétaire, mais en termes d'exposition économique, où elle serait très faible. Donc beaucoup moins exposée économiquement au charbon. Donc, ça permet de garder la main sur l'objectif, de garder la transparence et de pouvoir continuer à tenir Glencore responsable de la façon dont il gère la transition vers le net zéro. Donc il faut être un petit peu créatif dans les solutions. On avait l'exemple de Thungela qui a été visité en Afrique du Sud, qui est un pur minerai de charbon. Et effectivement, dès qu'il a été visité en Afrique du Sud, le management a dit qu'ils allaient augmenter leur production parce que c'est leur intérêt d'augmenter la création de valeur. Donc, il faut garder, vous avez raison, garder à l'esprit ce risque, mais il faut être créatif juste dans les solutions. Parce que vous évoquez la créativité des sociétés, il y a un autre sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui, et je me tourne vers Clémentine, c'est créativité. Parfois, on voit qu'il y a un marketing assez offensif de certaines sociétés sur leurs engagements, qui est qualifié par des acteurs, des ONG, des actionnaires de greenwashing. C'est un sujet grandissant. Enfin, comment est-ce que vous le traitez en tant qu'avocate? Est-ce que vous voyez de plus en plus de contentieux sur ce thème? Alors, c'est un sujet effectivement qui vient de se matérialiser parce que, alors d'un côté, on a effectivement des entreprises qui de plus en plus se prennent des engagements de net zéro à 2050, plus ou moins volontairement ou parce que aussi elles ont la pression de leurs propres actionnaires. Mais on vient de voir justement le risque de contentieux se matérialiser en cas d'incohérence entre l'ambition affichée et la réalité du plan, avec le lancement, l'initiation d'un recours la semaine dernière par un collectif d'ONG, donc Greenpeace France et les Amis de la Terre, contre Total Energy, sur le fondement donc, de ce qu'on appelle les pratiques commerciales trompeuses, et donc qui soutiennent que l'affichage donc, de la neutralité carbone à 2050 n'est pas justifié par la stratégie réelle de l'entreprise. Tarek en a parlé un petit peu, mais effectivement, concrètement, c'est l'idée de l'étude de la stratégie qui, par ailleurs, est aussi affichée, mais cette fois-ci plutôt aux actionnaires, montre que Total Energy anticipe d'augmenter notamment sa production d'énergie fossile, surtout le gaz. Et donc, selon tous les standards de la matière, ça ne peut pas, il n'y a aucune manière que ça soit compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, on va voir comment évolue. Enfin, c'est juste une assignation. Donc, on va voir ce que ça donnera. Comment accueilleront ce recours les juges. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ouvre encore une voie, et de la même manière que les actions climatiques dans d'autres domaines ont été lancées plutôt à niveau mondial, il est clair que cette action peut faire des petits aussi de d'autres entreprises, en France ou ailleurs, qui pourraient se voir challengées, mises en difficulté, si elles prennent trop vite des engagements sans avoir réellement changé leur stratégie. Et encore une fois, le risque, il est juridique, mais il est aussi réputationnel
Et c'est parfois même et il est aussi avec les relations investisseurs. Donc, je pense que ça va être pris de plus en plus sérieusement aussi. On rejoint le risque de réputation qu'évoquait Caroline. Il y a une question de l'audience sur comment apaiser les relations justement avec les actionnaires et comment s'éviter un dépôt de résolution. C'est une question un peu générale, mais comment vous aborderiez la question? Alors, pardon, je me tournais vers Caroline. Pardon. Oui, je crois que la manière la façon la plus intelligente d'avancer, et que ce soit d'ailleurs sur ce sujet ou sur d'autres sujets, c'est de le préempter. Hein. Ce qui est le plus inacceptable pour des investisseurs, c'est de faire des demandes et d'avoir le sentiment qu'elles sont pas prises en compte. Donc, évidemment, moi, j'invite les entreprises à se saisir à bras-le-corps le sujet. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut le faire aussi avec un certain niveau de sincérité. J'ai écouté attentivement la distinction entre les House Resolution et les Say on Climate. La vraie question, c'est dans quelle mesure l'entreprise qui préempte le sujet se saisit quand même avec sérieux du sujet, avec des vraies ambitions d'objectifs. Et moi, là, je crois qu'il n'y a pas 36 réponses. Hein. C'est beaucoup de pédagogie, c'est beaucoup de dialogue. C'est là où on en revient sur la question du dialogue actionnarial. Voilà un sujet où le dialogue actionnarial devrait fonctionner à plein et pas uniquement dans le contexte des assemblées générales, parce que on a tous bien compris qu'il s'agit en réalité de s'assurer des résultats honorables aux résolutions. Le dialogue, il doit être présent toute l'année. Il doit notamment aller sur les sujets qui sont les plus difficiles. Et j'ai la conviction profonde que on peut obtenir beaucoup des actionnaires. Je crois que c'est une question aussi de changement de perspective. Les entreprises doivent comprendre que les actionnaires sont un actif et qu'ils ne sont pas contre l'entreprise. C'est le point de départ de tout. Alors après, ça se décline évidemment de différentes façons selon le sujet. Sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, qui nous réunissent aujourd'hui, c'est embarquer les actionnaires en leur faisant, en dialoguant, en leur expliquant les difficultés, ce que là se suppose, une ligne de temps, un calendrier. Il faut préempter, il faut parler, il faut partager ces sujets, mais avec sincérité. Voilà, c'est pas, il ne s'agit pas d'être dans une approche qui est cosmétique. Il faut prendre le sujet avec sérieux et en énonçant d'ailleurs les difficultés. Ce que cela signifie. En termes de destruction de valeur, en termes de coûts pour l'entreprise, en termes de modification de la stratégie. C'est là, je crois, pour moi, le vrai défi des dirigeants et des conseils d'administration, c'est de véritablement s'inscrire dans un dialogue qui soit à la fois de qualité et qui ne soit pas simplement un dialogue ponctuel dans le contexte de l'Assemblée générale. D'une certaine façon, c'est trop tard. Le contexte de l'Assemblée générale, c'est le dernier moment. Dans la ligne de temps, c'est déjà trop tard. Il faut prendre tous ces sujets bien plus en amont. Merci. Et je voulais faire rebondir Nicolas Tarek peut-être sur, parce qu'on parle beaucoup du dialogue avec la société, mais dialogue entre actionnaires ou entre associations et actionnaires. Comment est-ce que, Nicolas, vous trouvez qu'il y a le rapport est constructif, il y a de l'écho, enfin, quand une campagne devient publique, vous recevez beaucoup d'appels Oui, on n'a pas eu. Oui, on reçoit beaucoup d'appels. Il y a toujours une volonté très souvent de discuter entre actionnaires. Mais il y a un gap entre discuter et bouger. Si on reste spécifiquement sur la notion de l'environnement, en dehors du carbone, de ce qu'on a trouvé, puisque je parlais de Solvay et de notre différence sur la pollution maritime, c'est que sur les sujets autres que le carbone qui sont difficilement quantifiables, il y a encore beaucoup à faire d'un point de vue investisseur sur l'engagement. Les autres investisseurs ont beaucoup de mal à s'engager sur des sujets qu'ils maîtrisent peut-être moins. Je pense qu'il y a encore sans doute un problème de base de données à établir sur des sujets difficiles, problème de compétences en interne qui sont encore à développer. Quand on a utilisé sur Solvay la plateforme de UNPRI, une plateforme de collaboration
pour demander à Solvay d'être en accord avec la résolution 14 de l'UNPRI à horizon 2025, on a eu très peu de soutien de tous les actionnaires qui sont signataires de l'UNPRI. Alors que c'était une résolution, enfin, c'était une demande qui prêtait pas à contentieux. Donc, je pense que c'est sur les sujets autres que carbone, il y a beaucoup de mal à s'engager parce que je pense qu'il y a moins de connaissances. Sur le carbone, je pense que Tarek sera beaucoup plus à même de répondre que moi. Mais est-ce que, du coup, Tarek, vous trouvez que les actionnaires avec lesquels vous dialoguez ont un niveau de connaissance suffisamment fin? Seconde partie de la question, parce qu'elle est posée par l'audience, est-ce que les administrateurs avec lesquels vous avez la chance d'échanger ont aussi un niveau de compréhension et de connaissance suffisamment fin? Alors, la question du carbone est effectivement identifiée comme étant très centrale. Donc, ce qui me fait répondre oui et non. Oui, on dispose d'une immense masse d'informations et d'une grande qualité de clarté basée sur la science, sur la meilleure science disponible. La science, d'ailleurs, évolue. On en apprend en permanence de plus belle sur le futur du changement climatique. Je discutais encore hier avec un investisseur auquel j'apprenais la notion de chaleur mouillée. Vous savez, c'est cet état de saturation en eau de l'atmosphère et de chaleur, je crois que c'est au-delà des 37 degrés Celsius, où le corps ne se rafraîchit plus et où on en meurt. Ce qui fait que le changement climatique nous réserve à grande vitesse des zones entières dans le monde qui deviennent invivables. Les premières d'entre elles se trouvent dans le golfe arabo-persique en ce moment, si ça vous intéresse par rapport à la notion d'actifs échoués. Donc, la connaissance en termes de carbone et de la complexité qui nous attend et la taille du défi et sa centralité, elle s'approche, mais elle reste encore un peu confuse. C'est-à-dire que on arrive encore à avoir des déclarations extrêmement réjouies de la part d'ambitions climatiques, en phase d'ambition climatique très éloignée de l'accord de Paris. Une société pétro-gazière peut nous promettre de croître autant qu'elle le peut dans un output gazier et obtenir des déclarations extrêmement réjouies de la part d'investisseurs de premier plan, ce qui révèle une tension intrinsèque et qui peut nous intéresser dans notre échange. Quelle que soit la perception qu'on a de l'urgence climatique et de sa centralité pour le siècle, c'est compliqué d'obtenir un consensus de la part des actionnaire, pour toute une myriade de raisons. La plupart d'entre elles consistent à la multiplication des intérêts et des fidélités des investisseurs institutionnels quand il s'agit de très grosses entreprises. C'est-à-dire qu'une très grosse entreprise, quand on est un institutionnel, on en est à la fois l'actionnaire et le fournisseur de services. À partir de là, quelle que soit la perception des individus auxquels on parle, la qualité de la perception de l'enjeu climatique des individus auxquels on s'adresse, on a du mal à déposer, on a du mal à obtenir une prédéclaration de vote, on a du mal à obtenir des votes pour, donc on compte aussi les abstentions, qui sont des messages très, très intenses. Je pense que la plus grande banque française s'abstient avec constance devant plein de résolutions climatiques, ce qu'on considère être courageux. Et donc, quelle que soit la compréhension de l'urgence climatique de la part des individus auxquels on a affaire, ça n'est pas si évident d'obtenir des succès, parce que oui, on compte les votes, et oui, ce sont les succès en Assemblée générale qui tractent le changement, vu de la fenêtre de notre campagne. J'ajouterais à cela que parfois, les résolutions in-house ajoutent à la confusion. On se retrouve avec l'invitation de la part d'un board à célébrer une ambition climatique très loin d'un alignement avec Paris. Ma foi, il y a marqué « Votez pour ma résolution climat » là-dessus. Comment voulez-vous que je vote contre ?
Donc, on a des scores qu'on a l'habitude d'appeler nord-coréens en élection chez Follow-This, des 95%, des 92%, des 89% chez Shell. L'année dernière était tout à fait instructive à cet égard. On a eu 2 résolutions en parallèle chez Shell. La résolution in-house qui demandait aux actionnaires de valider une stratégie non alignée avec l'accord de Paris, qui a obtenu 89% de votes pour. Comment voter contre une résolution climat? Et la résolution à objectif déposée par Follow-This, qui a obtenu un score de 30% historique. Un actionnaire sur 3 est critique à l'égard de l'ambition climatique de Shell. Donc, on obtient de la compréhension. Le niveau, les gens sont de plus en plus lettrés à cet égard. Et par ailleurs, il y a une savoureuse étude de l'ADEME qui interroge des panels socio-professionnels année après année sur leur perception du risque climatique. Et je crois que c'est celle de 2018 qui s'intéressait aux patrons français. Et les patrons français sont très lettrés en termes de risque climatique, de réchauffement climatique et de l'enjeu que ça représente. C'est peut-être la catégorie socio-professionnelle en France que l'ADEME identifie comme la plus concernée par les défis du changement climatique. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, à mon avis. Donc, quel que soit l'état de conscience, la perception fine de l'état de la science, qui, je le rappelle, se réalise qu'elle est toujours en retard sur la vitesse à laquelle le réchauffement climatique avance, est toujours à améliorer. Puisque, de toute façon, on est encore pertinent avec la campagne Follow-This. Il n'y a pas encore de société pétro-gazière qui ait mis des objectifs sur son scope 3 qui soient alignés avec les objectifs de l'accord de Paris. On pense que c'est imminent, mais ce n'est pas encore le cas. En préparant les débats, avec Caroline, on parlait de la technicité de ces enjeux. Et justement, pour reposer un peu la même question, cette parfois moins bonne compréhension de certains acteurs. Je ne sais pas si vous souhaitiez rebondir, Caroline. Oui, Louis, j'ai deux commentaires à faire sur cette question. C'est peut-être l'une des barrières finalement les plus contraignantes aujourd'hui. C'est la grande technicité du sujet, sa grande pour le maîtriser, pour en prendre la profondeur et pour en tirer les enseignements nécessaires dans votre rôle d'administrateur dans un conseil. Donc, de façon évidente, il y a un travail d'éducation à faire, mais il y a peut-être aussi un sujet qui est une deuxième remarque que je souhaiterais faire, c'est la question générationnelle. Je pense que la composition des conseils d'administration, on le sait, est quand même, moyenne d'âge est à peu près de, je crois, 55 ou 60 ans pour le CAC, et guère plus bas pour le SBF 120. C'est un sujet qui n'est pas du tout considéré et compris de la même manière par la nouvelle génération, qui a une conscience plus aiguë, d'ailleurs, de ce sujet et beaucoup d'autres sujets. Nouvelle génération, d'ailleurs, qui s'inscrit, comme j'ai pu le dire au départ, dans un rapport bien plus horizontal que vertical, qui a des attentes, qui a des demandes. Et je pense que l'un des moyens efficaces d'accélérer la prise de conscience, notamment des conseils d'administration, ce serait de rajeunir les conseils d'administration, tout simplement. Parce que cette génération qui est plus en éveil, qui est souvent compétente sur ces sujets, moi je rencontre beaucoup de jeunes de 30 ans, 35 ans, qui ont malgré tout un abécédaire plus solide que notre génération, vont faire bouger les lignes. Ils vont faire bouger les lignes. Donc, si on se tourne du côté des conseils d'administration, et d'ailleurs pour plein d'autres raisons, je milite beaucoup pour le rajeunissement des conseils d'administration, d'autant plus que là, ça renvoie à une réflexion bien plus large, notamment sur la question de l'activisme au-delà de l'activisme purement climatique. On voit bien aujourd'hui qu'on est à une rupture, si vous voulez, il y a toute une sorte d'arrière-garde, une génération de patrons qui continuent d'avoir une compréhension de leur rôle et de leur manière de rendre compte, notamment aux actionnaires,
qui est un monde d'hier, et puis des attentes qui sont d'une nouvelle nature. Donc il y a quelque chose qui se joue d'un point de vue générationnel qui, à mon avis, est tout à fait fondamental, que l'on comprend très bien d'ailleurs, notamment dans les batailles activistes. Il ne faut jamais perdre de vue qu'une bataille activiste, quels que soient les sujets qui sont en cause, ce sont des conflits entre des hommes et des femmes, c'est très incarné. C'est très incarné, ça renvoie à des représentations, ça renvoie à un certain nombre je dirais, de biais, et il ne faut pas les sous-estimer. On ne peut pas avoir comme unique regard celui de la technique, celui des sujets, celui de la métrique. Ce n'est pas que cela. Hein, ce n'est pas que cela. C'est pour ça que la question du rajeunissement, pour moi, des entreprises est un sujet extrêmement majeur. Comme pour tout, il faut être dans la mesure. Hein, il faut garder le meilleur des deux mondes. Hein, on a de grands patrons, et voilà. Mais sur ces sujets-là, les jeunes ont un regard très différent et ils sont très décidés à faire bouger les lignes. Voilà. Je pense que c'est une approche qu'on évoque rarement, mais qui pour moi est au moins aussi importante et qui devrait être plus prise en considération. J'ai deux questions pour Nicolas. Alors, une qui nous vient de l'audience, je vous la lis dans une seconde. La première, c'était: est-ce que vous faites également le lien entre environnement et gouvernance dans vos réflexions? Et donc la seconde qui nous vient de l'audience, sur les sujets environnementaux et pas seulement le climat, vous dotez-vous d'une base scientifique sur vos interpellations aux sociétés que vous ciblez? Alors sur le premier point, gouvernance et environnement, oui. Si le board ou si le conseil d'administration ne prend pas en compte les sujets environnementaux de long terme, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. C'est pas possible autrement. Mais ça serait plutôt un côté un peu négatif où on demanderait à sanctionner soit le board en général, soit un membre du board qui est responsable pour ces sujets lors de l'Assemblée générale. Ça fait partie de la boîte à outils. Nous, on est plus dans une force de proposition en général. Donc, sur RWE, qui est l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, on a demandé au board d'ajouter une compétence environnementale et notamment sur les technologies de l'éolien, etc., qui est la partie dans laquelle ils investissent beaucoup, pour bien comprendre, pour refléter le fait qu'il y a une transition écologique mondiale et aussi au niveau de l'entreprise. Donc, d'avoir toujours un board aligné en termes de compétences avec ce que fait l'entreprise et avec les enjeux climatiques. Donc, ce sont des propositions qu'on fait également en termes de gouvernance quand on investit. La deuxième question, est-ce qu'on se base sur des sujets, je dirais des bases de données, etc. Oui, on utilise autant que faire se peut des bases de données fiables sur les sujets sur lesquels on investit. On le fait en finance de façon générale et on le fait également pour les sujets environnementaux quand on trouve des bases de données qui sont fiables. Le problème des bases de données en sujets environnementaux est très compliqué. Comme vous le savez, il y a un grand débat sur la qualité et les agences de notation, etc. et comment bien utiliser ces bases de données. Donc oui, on essaye quand on peut le trouver. Et je crois que la question allait même plus loin, c'était une base scientifique. Est-ce que vous allez vous-même faire appel à des experts externes à Bluebell pour valider vos thèses? C'est rare. C'est rare parce que ce qu'on fait chez Bluebell, c'est qu'on fait des demandes qui sont très souvent de bon sens et auxquelles on peut rarement dire non. Donc il y a rarement besoin d'aller chercher une expertise scientifique particulière sur un sujet très pointu pour amener le débat. De façon générale, on cherche à pousser des portes qui sont ouvertes ou qui n'attendent qu'à être poussées. Donc, on ne cherche pas forcément le point de détail où il faut aller chercher une expertise. Parce que là, vous allez perdre les autres actionnaires. Il faut toujours. L'activisme, c'est un consensus. Le consensus, c'est sur des idées simples et c'est sur des idées où il est difficile de dire non. C'est plus facile que sur une spécificité technique
vous allez demander aux autres actionnaires de lire un rapport 150 pages que vous avez commandé à un expert. Je ne sais pas si vous irez très loin. Bien. J'ai une autre question de Karine de l'audience. Pour Clémentine, à laquelle j'aurais du mal moi-même à répondre, mais comment comment peut-on dire que le marché paye les externalités alors que la nature est gratuite et donc il n'y a pas de comptabilité intégrée? C'est vraiment pour moi? Non, ou pour Tarek, effectivement, on est dans du précis. Oui, non, parce que d'un point de vue juridique, malheureusement, enfin, d'un point de vue juridique, pour le coup, les outils juridiques sur les droits de la nature, la valorisation de la nature aujourd'hui sont vraiment balbutiants, donc on n'a pas, en tout cas, de réponse satisfaisante. Donc, d'un point de vue plus physique, peut-être que Tarek a des éléments de réponse. J'ai vu Caroline activer son micro et réagir, donc j'adorerais l'écouter avant de répondre ce que j'ai à dire là-dessus. On va dire que c'était peut-être une main levée que j'ai oublié de rabattre. Non, moi, j'avais juste un début de réflexion. C'est peut-être que j'ai mal compris la question néanmoins. C'est surtout la réparation. Là, la réparation, on peut la chiffrer. Voilà, déjà. C'est un début le vrai sujet des externalités, c'est qu'en réalité, vous utilisez pour la réalisation de votre objet social, vous détruisez de la valeur qui est difficile à quantifier, mais vous pouvez avoir un début de réponse dans la capacité à la réparer, et là, vous pouvez chiffrer. Oui, alors du coup, je réagis effectivement, merci Caroline. C'est vrai que ça se calculera non pas a priori, mais plutôt a posteriori dans un risque de responsabilité. Enfin, là, on voit par exemple aux États-Unis un procès vient d'être lancé contre Monsanto sur la pollution de cours d'eau, donc bien longtemps après. C'est-à-dire que pendant tout un moment, c'est gratuit, c'est l'externalité négative, mais on a effectivement des protections, enfin, on a des outils, l'outil très simple et très ancien de responsabilité civile, donc c'est-à-dire que tout dommage causé à autrui doit être réparé, et il existe dans à peu près tous les droits, et sans même avoir besoin de personnifier les droits de la nature. On a des outils, donc soit en France, il y a le préjudice écologique, mais soit même, je ne sais pas, par exemple, aux États-Unis, ce sont souvent des collectivités locales, des villes ou autres qui lancent ce type de procès. Donc, on a des moyens d'avoir des porte-paroles de la nature, et donc il faut encore les mettre en œuvre. Et alors, en général, les autorités ne le font pas toujours, donc a priori via la régulation. Et dans ce cas-là, on n'a d'autre choix que d'attendre des procès pour réparation après que le dommage a été causé et que les externalités ont pu être ressenties. Merci Clémentine. Je risque de déborder, mais il y a une question qui a été posée à plusieurs reprises. J'aurais bien réagi, Louis, de fait, sur la quantification, le pricing. Ça ressemble à une platitude, mais peut-être qu'on peut le garder en tête. Il y a beaucoup d'exercices et beaucoup de jus de cerveau qui est fourni pour essayer de pricer la transition énergétique. Bien sûr, transitionner en termes d'énergie, mais pour combien, et qui paiera, tout ça est très ancré dans la réalité. Le problème de cette logique, c'est que personne ne price le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs. C'est-à-dire que si la nature est gratuite, ma foi, la violence à laquelle la nature nous expose est gratuite elle aussi. Donc l'augmentation des ouragans et des incendies, tout ça n'est pas encore pricé. Donc la question, moi j'invite la question du pricing à se retourner. Si on price la transition, alors qu'on price aussi les risques physiques et les risques de transition, les risques d'actifs échoués. J'évoquais le golfe Persique, mais on peut aussi évoquer tout ce qui est construit sur Pieux-Forêt dans le permafrost. On peut multiplier les exemples. Et peut-être qu'on manque de temps. Alors, alors, Louis, je vais vous laisser modérer, mais j'étais prêt à apporter mon dernier propos. Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'on me dit qu'on doit clôturer la session, mais j'avais une question qui vous rejoint, enfin qui rejoint peut-être votre propos. Pour conclure, c'était et plus terre à terre, sur les votes des assemblées générales.
Et est-ce que, à partir de quel type de seuil on peut juger qu'un conseil est désavoué? Est-ce que c'est 50% puisque la résolution, elle est soit dans un sens ou dans l'autre validée ou rejetée? Ou est-ce qu'en dessous de 80%, on juge que l'activisme a porté ses fruits et le conseil se doit de bouger? La question est effectivement tout à fait ouverte. Je commence par y répondre. Je l'attrape au vol. Si on regarde les règlements à Londres, la question est même tout à fait vivante, puisqu'à partir de 20% de vote d'actionnaires pour un texte qui a été rejeté par le conseil d'administration, le conseil d'administration appelant à voter contre un texte qui est soutenu à 20% ou au moins par les actionnaires, le conseil doit apporter une réaction circonstanciée sur les moyens qu'il va mettre en œuvre pour répondre à l'attente de ces 20% d'actionnaires. Alors, c'était le cas pour les résolutions à objectifs climatiques sur le scope 3 en ligne avec l'accord de Paris que Folodis a fait voter chez BP et chez Shell en 2021, 20 et 30% chez BP et chez Shell. Et ma foi, on n'a pas eu de réponse satisfaisante. Ça a été oublié en cours de route, ça a été traité comme une externalité négative ne coûtant rien. Donc la question est hyper vivante et donc hélas, je n'ai pas de réponse. À Londres, la question est posée. Ensuite, une résolution prend de l'effet à partir de 51%, schématiquement. C'est à partir de 51% qu'on y obéit avec une quasi-certitude. Et je finirai ensuite toujours à propos de la valeur et des vertus des campagnes de résolution, parce qu'il me semble que c'est important qu'on le garde en tête. Les résolutions que Folodis dépose année après année ont la vertu de capturer l'augmentation de l'impatience des investisseurs, et cette impatience des investisseurs finit par risquer de se traduire en destruction de valeur. Et c'est là peut-être que, ma foi, désavouer le conseil, je ne saurais dire, mais détruire de la valeur, j'ai déjà vu faire. L'année dernière, en novembre 2021, APG, qui a passé les 6 années précédentes à voter avec une régularité confondante contre les résolutions de Folodis et donc à suivre les indications du board de Shell qui s'entête à ne pas émettre d'ambition climat alignée avec l'accord de Paris, a overnight décidé de vendre 15 milliards de ses positions chez Shell sans prévenir personne. Alors, il y a des études qui commencent à paraître c'est vrai que je vais devoir vous arrêter. à l'université. Effectivement, c'est la destruction de valeur. Voilà. Donc, non, merci. Vendre overnight, c'est détruire de la valeur. Et les résolutions apportent de la clarté sur ce risque-là. Bien, merci. Est-ce que Nicolas, Caroline, Clémentine, vous avez le mot de la fin ou est-ce que je pense qu'on a déjà débordé. Moi, j'aimerais juste peut-être dire quelque chose parce que ça a été évoqué sur la question de la gouvernance en lien avec je dirais la prise en compte des sujets environnementaux. Je ferai juste un commentaire final qui me tient très à cœur. La gouvernance en tant que telle ne veut rien dire. Aujourd'hui, notamment les codes de Plas nous laissent penser que la gouvernance est une finalité, c'est un objectif qu'il faut atteindre coûte que coûte avec notamment des niveaux d'administrateurs indépendants, représentation des femmes, etc. Ce n'est pas ça le sujet. La gouvernance, elle est au service d'une stratégie. Donc, lorsqu'une stratégie est bien portée par la gouvernance, la stratégie va porter. Lorsque la gouvernance n'est pas à la hauteur de la stratégie, ou il y a une torsion entre la stratégie et la gouvernance, c'est là que ce hiatus est source de destruction de valeur. Voilà. Donc, pour répondre à la question qui est celle de savoir dans quelle mesure la gouvernance doit se saisir de ces sujets, c'est évident. Et si la gouvernance ne se saisit pas de ce sujet, c'est que finalement, quelque part, elle n'est pas de qualité parce qu'elle est en rupture avec la stratégie. Il faut toujours mettre en perspective la gouvernance avec la stratégie d'une entreprise, sinon la gouvernance en tant que telle, c'est de la tuyauterie, ça ne veut rien dire. Voilà, je voulais juste marquer Merci. pour moi et très concrètement. Merci Caroline pour le mot de la fin. On me dit qu'une fois que vous quittez le Zoom, il y a un questionnaire de satisfaction auquel vous êtes invité à répondre. Et moi, je remercie chaleureusement chacun des panélistes et Chapter Zero France pour avoir organisé ce panel et les témoignages des uns et des autres. Donc, merci beaucoup. Et